qui on est déjà. Donc nous sommes donc l'association Atis, hein. On a installé, enfin on est installé en Gironde historiquement. Le siège est à Bordeaux et le métier d'Atis, c'est d'accompagner l'émergence et le développement de projets d'innovation sociale, d'utilité sociale, d'entreprises de l'ESS. On est présent donc en Gironde, en Dordogne, Lot-et-Garonne et sur les 4 départements d'Aix-Poitou-Charentes. Les différents métiers, donc c'est l'incubation de projets, donc on est incubateur, donc en Gironde c'est Atis, en Dordogne c'est en coopération avec des partenaires France Active et COP Alpha avec l'incubateur Émergence Périgord. Lot-et-Garonne, c'est Atis aussi, et en Poitou-Charentes, donc c'est l'incubateur POP en coopération avec France Active. Et on est également on a un deuxième métier qui est le métier, Pierre en a parlé rapidement, fabrique à initiative, où on accompagne l'émergence de projets à partir des besoins des territoires et non à partir d'un porteur de projet, comme c'est le cas dans le cadre de l'incubateur. Ce programme dans lequel vous vous êtes inscrit et dont le webinaire est une des premières marches, l'idée c'était il y a quelques années maintenant, il y a 2 ans, on a lancé un programme dédié aux coopérations pour se dire que c'était un bon moyen pour les structures que nous accompagnons et que nous accompagnons maintenant depuis 10 ans sur les différents territoires de rentrer en contact et puis de développer potentiellement des offres de services en commun qui vont permettre de grossir. Et donc là, on est dans une deuxième version. On a déjà testé une première version plutôt sur la métropole bordelaise. Et là, l'idée, c'est de tester une seconde version, du coup, avec les partenariats qu'on a pu mettre en place, du coup, avec Malakoff Humanis, la Fondation de France, Bordeaux Métropole, et puis le CEMOCTOM, du coup, de pouvoir tester, en fait, une offre d'accompagnement dédiée aux coopérations économiques territoriales sur les différents territoires et qui puisse répondre à ces enjeux de comment on peut travailler ensemble, alors que ce soit entre structures de l'ESS avec une structure de l'ESS, mais potentiellement entre structures de l'ESS avec des collectivités ou avec des entreprises, dans le but de construire un projet commun. Donc voilà quelle est l'ambition qu'on avait, qu'on a en tout cas autour de ce programme-là. Et donc c'est-à-dire que c'est un programme qui va non pas aller dans une optique qui est descendante en disant bah, la coopération c'est ça et on a la solution absolue pour vous dire comment fonctionne, comment ça fonctionne. Au contraire, c'est un programme qui est plutôt fait autour de l'apprentissage et de l'apprentissage en commun qu'on peut avoir sur ces questions de coopération. Et justement, ce programme, on va vous présenter un petit peu comment il se décline. On a 2 cycles, 2 étapes, on va dire. Un premier cycle qui s'appelle Coopérer, pourquoi pas vous, qui est composé donc de ce webinaire et de 2 ateliers. Les 2 ateliers faisant partie d'un tout, hein, c'est 2 jours d'atelier, mais voilà, à suivre dans sa globalité. L'objectif de ce cycle, il est vraiment de comprendre de quoi on parle quand nous on parle de coopération et notamment de coopération économique et territoriale et comment on pose des bases et on passe à l'action. Et ensuite, on a le cycle Lancez-vous, qui est vraiment le cycle d'accompagnement à proprement dit. Donc, c'est sur un parcours de 24 mois d'accompagnement, avec un accompagnement suivi du collectif de coopération qui est personnalisé et vraiment de proximité, avec des temps en grand collectif, donc nous qu'on a appelé séminaire, où les différents collectifs qui sont accompagnés peuvent se rencontrer, échanger entre pairs avec également de l'apport un peu d'experts, des rendez-vous individuels à la carte avec un ou une expert juridique, un carnet de bord pour le suivi de l'accompagnement, et puis une mise en lien, bien sûr, avec les différents réseaux de partenaires et d'experts que nous avons. Donc le parcours en lui-même, les inscriptions au parcours sont déjà ouvertes, c'est des inscriptions au fil de l'eau. Euh, les accompagnements devraient démarrer voilà, Début de 2024. début 2024, certains peut-être plus tôt. De quoi on parle, Pardon. fin de Bali aujourd'hui? Non, mais J'essaie de vas-y, faire je te laisse Non, non, vas-y, je fais l'interaction, comme ça fait des D'accord. questions-réponses. Donc sur ce webinaire aujourd'hui, on va parler de coopération économique et territoriale. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? On va aborder la question de pourquoi on coopère finalement, et on va vous représenter en toute fin de webinaire les ateliers et le parcours d'accompagnement et les modalités d'inscription et voilà.
Donc nous, ce qui va nous intéresser, effectivement, dans le cadre du parcours d'accompagnement qu'on propose, c'est de mettre en place des coopérations économiques et territoriales. Donc c'est bien l'alliance de ces trois mots qui va nous intéresser dans ce parcours-là. Donc la coopération, ça a été cité. Pour nous, on va retenir une définition qui est celle de l'Institut du territoire coopératif. La coopération, c'est pour nous, en tout cas, être co-auteur d'une œuvre commune. Ce qui signifie que, du coup, il y a plein de choses un peu au travers de ça, c'est que il y a des identités. Ces identités s'additionnent ou s'ajoutent ou se complètent pour créer ensemble quelque chose qui est le dépassement de ces identités, qui est une œuvre commune. Si je peux juste Ouais. rajouter un élément là-dessus, c'est que effectivement, on est co-auteur, co-autrice et pas que co-acteur ou co-actrice. Voilà, il y a vraiment la notion d'être aussi, enfin, d'avoir son mot à dire au-delà de participer, voilà, dans la coopération. Et on va le revoir ensuite, c'est ce qui différencie un peu des autres modalités, parce qu'il en existe d'autres modalités de partenariat qui peuvent être la coopération, mutualisation, etc. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on soit sur des logiques de coopération, qu'on soit sur des logiques économiques, puisque c'est un peu le cœur de cible qu'on a nous au niveau des accompagnements qu'on proposait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces coopérations, pour nous, elles ont un intérêt, mais elles ont un intérêt quoi qu'il arrive. Mais du coup, dans le cadre du parcours, ont un intérêt si elles génèrent des nouvelles offres de services communes, on va dire, à de nouvelles activités qui peuvent être mises en place sur un territoire. Et enfin, la notion de territoire qu'on a évoquée, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter à la définition que vous avez donnée tout à l'heure sur le fait que le territoire était un construit social. Et donc, ce territoire, il a des problématiques et potentiellement, ces coopérations économiques et territoriales, ça veut dire qu'on va s'associer, on va coopérer pour développer une nouvelle activité, pour répondre à un besoin du territoire qui va être identifié, travaillé par des acteurs qui sont présents en place, quoi. Donc Là, voilà, là, c'était on a, simplement. Ouais. oui, pardon. Non, ouais, voilà, on a décortiqué un petit peu le terme avec des éléments de réponse, de définition pour chaque mot. L'idée étant d'avoir une idée de ce dont on parle nous quand on parle de coopération économique et territoriale, et donc quel type de projet de coopération économique et territoriale on va accompagner dans le cadre du parcours. On ne cherche pas à définir dans l'absolu ce que c'est que la coopération économique et territoriale, mais voilà, bien de comprendre est-ce que votre projet ou votre idée de projet de coopération euh, peut rentrer, enfin est éligible ou en tout cas rentre dans le cadre des accompagnements qu'on propose ou pas. Et donc effectivement, dans ce cadre-là, on parle de coopération économique et territoriale à partir du moment où il y a une vraie coopération avec différents acteurs d'un même territoire qui répondent à un besoin de ce territoire en développant une nouvelle activité commune. Voilà. Pour savoir si, du coup, on vous a bien, si on vous a pas perdu, on va tenter un petit quiz là-dessus. Donc, vous allez voir apparaître un petit quiz sur votre fenêtre. Je vous ai dit, on va utiliser toutes les tentatives de Zoom. Hop. Alors, normalement, vous devez voir apparaître sur votre fenêtre une première question. Si on vous donne l'exemple, ça va? Est-ce que quelqu'un peut hocher la tête pour me dire que c'est bon, vous l'avez devant vous? Ok. Donc la première question, c'est si une collectivité met à disposition gratuitement un local pendant 1 an à 3 associations, chacune spécialisée dans un domaine de l'économie circulaire, vélo, textile et matériel informatique. Pour vous, est-ce une coopération économique territoriale? Allez, vous avez 2 petites minutes pour répondre. Non, 2 petites minutes, c'est hyper long. Non, une Non, minute. c'est très long. Ouais, c'est hyper long. 1 minute pour répondre. Euh, Attention, attention, attention. Vous y êtes presque. Presque tout le monde a répondu. Hop, 19 sur 27. Il ne manque plus que 7 personnes. Sinon, on va s'arrêter là si les personnes. Allez, on va dire que 80% de bonnes réponses, 80% de réponses, ça suffit. On met fort au sondage. Eh bien, non, effectivement, vous l'avez les résultats ou pas? Attendez, partagez les résultats. Est-ce que vous voyez les résultats du coup, qui s'affichent? Est-ce que vous pouvez hocher la tête si c'est oui? Oui, ok, merci. Donc non, effectivement, ce n'est pas une coopération économique territoriale au sens où nous, on l'entend.
Puisque, du coup, hop, là, si j'y reviens derrière, si on met ça, là, on est plus dans un concept de ce qu'on va appeler de la mutualisation, c'est-à-dire qu'on partage des moyens en commun, et de ce qu'on va appeler plutôt de la coopération de moyens dans ce cadre-là. Mais ça se limite, en fait, à être colloque d'un lieu sans forcément qu'il y ait plus que ça dans l'approche. Van Bali, hop, Oui, deuxième pardon. question. Alors moi, j'ai pas la deuxième question sous les yeux, Attends, malheureusement. j'y vais. Deuxième question. Hop. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième question? Il y en a quatre. On va lancer le sondage. Hop, c'est parti. Voilà, normalement, vous avez la deuxième question. Donc, je peux la lire si vous voulez. Une entreprise de restauration collective sous-traite à un ESAT la préparation des légumes qu'elle va servir à un ESAT, donc un foyer qui accueille donc des personnes en situation de handicap. La préparation de légumes qu'elle va servir à l'ensemble des restaurants d'entreprise qu'elle gère. Est-ce une coopération économique territoriale? Tic-tac. Vous avez quelques secondes. On va bientôt atteindre nos 80% de réponses. Le suspense est à son comble. Allez, c'est bon. On a atteint nos 80% de nos réponses. Eh bien, la réponse que vous nous donnez est non. Funvalley. Oui, je veux bien répondre, mais voilà, j'ai besoin. Merci. Donc effectivement, ce n'est pas une coopération économique et territoriale. C'est donc de la sous-traitance entre une entreprise, on va dire, de l'économie classique, auprès d'un ESAT, et donc ça peut s'apparenter à ce qu'on appelle aussi des pratiques responsables des entreprises, voilà, de la RSE, etc., etc. Bon, alors, troisième question. Hop, lancez le sondage. Attention. Un collectif de plusieurs associations sur un même territoire coordonne une action de sensibilisation des élus sur la thématique du droit au logement, par exemple. Est-ce donc une coopération territoriale? Attention. Économique et territoriale. Oui, économique et territoriale, pardon. Hmm. Le suspense. On a dû faire une petite musique. Allez, hop, on a attendu 80% de réponses. Et dernier. Allez, mettre fin au sondage, c'est parti. Alors, pour vous, oui, c'est une coopération économique territoriale. Mais pas pour nous. Parce qu'en fait, dans ce cadre-là, on va plutôt être sur ce qu'on va appeler en fait du plaidoyer. C'est-à-dire que par rapport à ce que je vous ai évoqué, ce qui va manquer en fait dans cette approche-là, c'est, on va dire, la dimension plus économique de création de nouvelles activités. Là encore, c'est notre définition à nous. Donc là, on va plutôt être effectivement dans le cadre de plaidoyer et de ce qu'on va appeler de la coopération stratégique à ce niveau-là. Bon, Typiquement, si sur vous cet avez... exemple, Ouais. pardon, sur cet exemple, si on avait modifié coordonne une action de sensibilisation par propose une activité, je sais pas moi, je sais pas, j'ai pas en tête, mais voilà, plutôt une activité économique, à ce moment-là, ça pourrait s'apparenter à une coopération économique et territoriale, mais l'action de sensibilisation en tant que telle, qui est une action qui vise surtout à faire du plaidoyer, en fait, à faire changer un peu, enfin, comment dire, sensibiliser les élus, n'est pas une activité économique en tant que telle, n'est pas une Dernière. nouvelle activité économique en tout cas. Allez, dernière question, si vous avez bien suivi, c'est que dans l'eau, on doit forcément vous proposer un cas de coopération économique territoriale. Donc, vous voulez que je vous la lise? Donc, une association d'événementiel culturel, une association ayant un projet de recyclerie, un indépendant animant des ateliers de vulgarisation scientifique, gère en commun un café-bar sur un lieu mis à disposition par la mairie, dans un objectif de redynamisation et de renforcement du lien social. Est-ce donc une coopération économique territoriale? Il manquait le mot territorial dans la question. Attention, on est presque aux 80%. Ouais, ok, on a 100% de bonnes réponses et c'est 100% de oui. Donc effectivement, ce dernier exemple, c'est bien une illustration de ce qu'on entend par coopération économique et territoriale.
différents acteurs d'un même territoire qui créent une nouvelle activité ensemble, avec un objectif commun qui n'est pas juste d'avoir le bar, mais voilà, l'objectif commun du lieu en lui-même et de dynamiser, renforcer le lien social. En plus, dans cet exemple, il est mis à disposition par la mairie, donc voilà, avec une coopération entre acteurs privés plus la mairie. Voilà. Ok, donc bah, vous voyez un peu mieux de quoi il retourne, en tout cas dans ce qu'on entend, enfin on espère en tout cas que vous voyez un peu mieux de quoi il retourne dans ce qu'on entend en termes de coopération économique territoriale. On a Euh, un petit ouais. peu d'avance par rapport au timing, donc peut-être est-ce que on prend 5 minutes si jamais il y avait des questions par rapport à cette notion coopération économique et territoriale par rapport au programme d'accompagnement qu'on propose. Enfin voilà, s'il y a des questions, c'est peut-être le moment. Tu peux peut-être arrêter Parfait, tout à fait. le partage. Voilà, juste se laisser vraiment 5 minutes, mais après, s'il n'y a pas de questions, on continue. Mais voilà, si c'est clair, faites un petit pouce peut-être. Alors, Alors, ah oui, il y a des choses dans le chat. Vous voulez prendre la parole, Manu? C'est peut-être plus... Non. Oui, la dernière question, ça tombe bien, puisque une des raisons pour lesquelles je suis ici, c'est Locus, donc un tiers-lieu qui va ouvrir sur la commune d'Archigny, où le but, justement, c'est de mettre en coopération les initiatives locales de la commune euh, d'abord, et puis des communes alentours aussi. Il y a beaucoup de petites activités individuelles, d'entreprises, d'agriculteurs, d'artisans, qui ont tous eu une idée un jour d'occuper le lieu où on s'installe. Et le 29, on ouvre le bar associatif qui va permettre d'être, comment dire, le pivot de toutes ces rencontres qui se passeront au sein même de l'ancienne laiterie coopérative ou sur le territoire dans son ensemble, et peut-être même sur l'agglomération du Grand Châtellerault, voire à côté, puisque c'est à proximité d'une partie du Grand Poitiers. Ok. Donc, on revient à l'histoire tout à l'heure de limites de territoire, voilà, les découpages administratifs. Voilà, et les coopératives, justement, permettent à la population d'exprimer leur implantation et leur capacité à vivre ensemble. Mhm. Ok, merci. Voilà. merci. C'était... Ouais. Pardon, juste si je reprends un peu ce cas par rapport à notre définition de la coopération économique et territoriale, ce que j'entends, c'est que le projet de tiers-lieu est un cadre qui peut Oui, permettre de faire naître de la coopération économique et territoriale entre différents acteurs qui vont l'utiliser. voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas encore en tant que tel de coopération économique et territoriale, mais comment dire, le fait d'avoir un lieu qui permet d'accueillir ces différents acteurs peut permettre de faire naître des nouvelles activités qui seront à ce moment-là des coopérations économiques et territoriales que l'on pourra euh, accompagner dans le cadre du programme coopération. Voilà, Et ça nous est facilité dans ce cas-là, puisque ce lieu était déjà une coopérative d'accord. que la population connaît bien, ça fait partie de l'héritage culturel et économique, de travail en général, enfin d'activité au sens large de la commune. Très bien. Mhm. Merci. Voilà. La question est au final, pourquoi coopérer? Quel est l'intérêt de faire ça, notamment quand on est dans un champ économique, mais de façon un peu plus large autour de ça, et notamment quand on est dans le champ des structures de l'ESS. Alors, il y a quelques années, il y a un travail qui a été fait et qui a été mené notamment par la VISE, donc il y a un réseau, un centre de ressources nationales euh, sur tout un tas de sujets. Je vous invite à aller voir leur site internet si ça vous intéresse, où ils ont beaucoup de ressources sur l'innovation sociale, l'économie sociale et solidaire, sur voilà, diverses publications qu'ils peuvent avoir. Et ils ont travaillé notamment sur la question de la coopération, en publiant un petit guide et en s'appuyant notamment sur les DLA à cette époque. Et ils avaient fait une petite cartographie que vous avez là.
qui permet de dire pourquoi on irait coopérer avec d'autres. Ils en ont tiré trois grands champs. Le premier, c'est gagner en compétences, potentiellement, en tant que structure, pour pouvoir gagner en compétences, partager ses compétences. Ça a été dit tout à l'heure, hein, d'ailleurs, les savoir-faire qui pouvaient être partagés des uns des autres. Et ce qui permet donc de renforcer son organisation. Ça peut être aussi pour améliorer les services auprès de ses bénéficiaires. Et donc, potentiellement, renforcer son modèle, alors pas que son modèle économique, c'est son modèle socio-économique, puisque du coup, dans le cadre des structures de l'économie sociale et solidaire, on n'a pas qu'un... le périmètre, on va dire, de l'activité ne se résume pas à la génération de valeurs monétaires, mais elle va au-delà de ce périmètre, notamment au travers des questions de l'utilité sociale qui peuvent être liées à ça. C'est pour ça qu'on parle de modèle socio-économique. Voire éventuellement construire sa légitimité sur un territoire. Et c'est par exemple ici qu'on va retrouver toutes les questions de plaidoyer. Et donc ces trois, on va dire, grands enjeux peut amener en fait une structure à se dire ça peut valoir le coup du que je fasse seul de m'associer ensemble. Et le ciment de tout ça, le ciment de la coopération, mais vous le savez bien, puisque c'est la base de de l'économie avec un grand E, en fait, c'est de la confiance. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de coopération possible. Et donc, tout notre enjeu, quand on s'adresse à des projets de coopération, c'est de savoir comment on génère cette confiance et comment elle s'inscrit dans le temps, puisqu'on ne peut pas la décréter. Ça, c'est une rengaine qu'on entend beaucoup sur la coopération. C'est la coopération, ça se décrète pas. Ça se décrète pas pour ce principe-là, en fait, qui est basé sur le fait qu'on a besoin que les individus et les structures entrent en confiance les uns avec les autres. Et donc, pour ça, en fait, ça demande un petit peu de temps et d'interconnaissance pour pouvoir se mettre en place. Mais là, vous avez une petite cartographie, en tout cas, des différentes utilités, si on peut avoir une approche utilitaire de la coopération, de ce à quoi peut servir des démarches de coopération pour vos structures et des activités dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et je te laisse la parole, Fanny, pour prendre encore un peu plus Et de hauteur sur la coopération. voilà, pour compléter un petit peu la question pourquoi coopérer, pourquoi est-ce que nous voulons coopérer, on peut aussi, en se détachant un peu de la vision projet, la vision un peu économique de pourquoi coopérer, je vous suggère, je vous conseille vraiment d'aller regarder l'Institut des territoires coopératifs, qui est déjà connu apparemment parce qu'on a eu une définition de la coopération qui colle. Qui dit, et je vais aller très très vite parce que ils le disent très bien sans vouloir, enfin voilà, je vais pas répéter ce qui est dit, mais en gros que la coopération, euh, on tire profit, on tire un bénéfice à coopérer, hein. Les stratégies de coopération sont celles qui permettent de s'en sortir le mieux. Et ça, issu de travaux de recherche dans la biologie, dans l'anthropologie aussi, et y compris dans les mathématiques avec la théorie des jeux. Voilà, au-delà vraiment de la question des projets, de la question économique, dans d'autres disciplines, des recherches ont été faites et qui montrent bien que la coopération est bénéfique en fait à tous et permet à ceux qui coopèrent de mieux s'en sortir voilà, que les autres. Donc, pour plus vraiment d'informations sur ce sujet-là, vous avez l'Institut des territoires coopératifs a fait un MOOC pour le CNFPT qui s'appelle Territoire et Développement. Vous avez le lien sur la diapo, vous aurez le support. N'hésitez pas à aller voir la vidéo numéro 4 qui explique parfaitement tous ces éléments-là qu'on voit sur cette slide. Enfin en tout cas pour redonner un peu des éléments là encore sur ce que nous on va donner comme dimension autour de la coopération. Donc par la question tout à l'heure qui était de dire par où on commence, on commence par se donner un panel un peu de ce qu'il faut comme ingrédient pour pouvoir coopérer les uns avec les autres. Et pour ça, il nous a semblé intéressant de dire qu'il y avait trois choses dans la coopération, trois dimensions dans la coopération, donc là dans le concret de faire de la coopération. Une dimension individuelle, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous êtes soit un individu, parce qu'une personne morale en soi, si vous êtes un groupement de personnes morales, elle est forcément représentée par des personnes.
Et la confiance qui peut naître dans ce processus-là ne peut se faire qu'entre personnes. Alors, ça va être des personnes qui vont être délégataires d'un mandat de leur personne morale potentiellement, parce qu'ils ont des statuts de direction, président, etc. Mais vous ne faites que représenter vous, à titre individuel, la personne morale. Et donc le fait que vous alliez vous engager dans un projet de coopération, c'est vous-même, votre personne, que vous amenez là-dedans. Et le processus de confiance qui va s'établir avec vous en tant qu'individu. Donc c'est tout à l'heure ce qu'on disait sur la dimension de ne pas se diluer en fait dans le projet de coopération, bah, du coup elle est aussi à prendre en compte par cette première dimension qui est la dimension individuelle. La deuxième dimension qu'on a évoquée aussi juste avant, c'est le cadre dans lequel ça se déroule, ce qu'on nous on appelle la dimension structurelle. C'est-à-dire que bah, du coup, vous êtes une somme d'individus qui se mettaient d'accord à un moment donné pour faire quelque chose ensemble. Et donc, il va définir voilà, le temps qu'on veut y consacrer, les moyens qu'on a y consacrer, la façon dont on va prendre des décisions, tout ça. En fait, discuter, Les outils, ouais. voilà, Les discuter outils, des pardon. outils et du cadre de l'organisation qui va être nécessaire. Et ça, plus ça, va nous amener ensuite à cette dimension qu'on a appelée expérientielle, c'est-à-dire que la somme des individus dans un cadre va produire quelque chose qui est plus grand que ce que les individus individuellement auraient pu produire, puisque c'est l'œuvre commune que vous avez construite. Donc le processus collectif, qui bah, le reflète demain d'aller et de se connaître et de pouvoir rebondir sur ces démarches-là. Donc, on est bien à cheval sur ces trois dimensions. Et quand on va proposer le programme d'accompagnement qu'on vous propose, c'est sur ces trois volets qu'on va travailler. Et voilà, les trois sont imbriqués et sont liés pour pouvoir aboutir, autant que faire se peut, à quelque chose du plus homogène possible dans les projets de coopération qui peuvent se mettre en place. Voilà. Si je complète, il était important pour nous de bien identifier l'ensemble de ces trois dimensions de la coopération pour pas se focaliser dans l'accompagnement uniquement sur l'une ou sur l'autre, parce que les trois, effectivement, sont importantes. La question de la dimension individuelle, comme l'a dit Pierre, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on néglige parfois dans sa posture professionnelle en se disant je représente telle structure. Donc finalement, comment dire, euh, mon regard sur, enfin ma relation à l'autre ou à titre personnel n'entre pas en jeu parce que je représente une structure, c'est pas vrai, puisque forcément qui on est forge un peu quel type de relation on va avoir avec les autres. Donc voilà, c'est quand même une dimension importante. La dimension structurelle, elle est plutôt souvent abordée dans le cadre du travail en général, hein, mais de la coopération, parce que voilà, c'est peut-être ce qui est le plus facile à appréhender. Et la dimension expérientielle, elle est importante dans le parcours qu'on va proposer parce qu'en fait, si je le traduis, on va accompagner à la fois l'émergence d'un projet coopération et donc on va pédaler par rapport à ce projet et on va s'arrêter de temps en temps pour se regarder pédaler et donc de regarder un peu le processus de coopération qui est à l'œuvre en parallèle du projet qui est à construire. Donc, il était important pour nous vraiment d'identifier ces trois dimensions et de vous dire surtout qu'on va vraiment regarder ces trois dimensions au cours du parcours d'accompagnement. Bon, ce qui nous amène un peu au terme de notre premier gros temps de ce webinaire, l'enjeu était de vous dire bah, de quoi on parle en termes de coopération. J'espère que du coup c'est un peu plus clair maintenant, notamment de coopération économique territoriale. Et puis l'autre enjeu de ce premier temps de webinaire, c'était de se dire bah, pourquoi on a envie de coopérer et du coup qu'est-ce qui est en jeu quand on coopère, et donc avec ces trois dimensions-là que l'on vous propose. Du coup, on vous a fait une petite slide si vous voulez en savoir plus et aller plus loin, parce que là, c'est qu'une mise en bouche un peu de la suite. Vous avez des ressources sur Internet. Je ne sais pas, tu voulais le commenter, Non, pas Samuel? Ouais. forcément, mais voilà, c'est un petit condensé hein, il y a bien sûr beaucoup plus de ressources que ça, mais voilà, on a sélectionné des petites choses qui peuvent être intéressantes à creuser. Tu peux peut-être parler du dernier, toi, la conférence.
Ah oui, pardon. Oui, voilà, c'est un peu de l'autopromo. Juste celui d'avant, je vous invite à le regarder, c'est la théorie des jeux en économie, la petite vidéo explicative. C'est une vidéo qui a été faite par Arte qui dure 5-10 minutes en fait, qui explique de façon très simple comment et pourquoi, dans une situation d'incertitude économique, il est toujours beaucoup plus gagnant de coopérer. Donc ça a été démontré par des mathématiciens et ça prend notamment l'exemple de l'équipe de la Terreur qu'il y avait au moment de la guerre froide. Enfin voilà, c'est assez intéressant. Je vous invite à regarder cette petite vidéo si vous avez un petit moment. Elle est assez rapide à lire. Et puis oui, la dernière en fait, c'est juste que quand on a lancé le premier programme de coopération, donc à l'occasion des 10 ans d'Atis il y a 2 ans maintenant. On avait choisi aussi d'organiser une conférence autour de cette question de la coopération dans le champ de l'économie sociale et solidaire et comment ça peut être un vecteur de développement territorial. Et à cette occasion, il y a 3 intervenants et une chercheuse qui ont témoigné. Donc, vous avez une table ronde. Alors, elle est un peu longue, donc elle est chapitrée, vous pouvez aller à ce qui vous intéresse. Mais pour vous redonner un peu les expériences qui témoignent, il y a le PTCE Sud-Aquitaine, donc le pôle territorial de coopération économique de Sud-Aquitaine, donc de Tarnos, pour ceux qui connaissent, qui est un ancien pôle qui a travaillé sur l'emploi et sur la dynamisation depuis 40-50 ans sur ce territoire-là. On a un projet bordelais qui s'appelle le pôle culture et santé, où l'objectif est de remettre en lien la santé et le secteur culturel et comment on fait les ponts, parce que l'un on peut apporter à l'autre en termes de bien-être, notamment des patients, voilà, un certain nombre de choses, et qu'il y a des ponts à créer entre les uns et les autres. Et le dernier projet, dont j'ai mangé le prénom, le nom, c'est situé à Lyon. Et c'est aussi un projet intéressant qui est parti d'un restaurant créé sous un format coopératif et dont les coopérateurs se sont questionnés comment la coopérative, qui avait en fait une ressource et une assise financière suffisante, pouvait financer ensuite des projets, notamment sur l'approvisionnement local du restaurant, et donc permettre aux coopérateurs, donc aux entrepreneurs, d'aller changer de vie, en fait, d'aller s'implanter en termes de maraîchage ou choses comme ça pour pouvoir continuer à alimenter et avoir un réseau, en tout cas, qui continue d'alimenter le restaurant. Donc, comment on utilise le coup la ressource pour d'autres choses. Et puis, tout ça est éclairé aussi par une chercheuse qui s'appelle Danielle Demoustier, voilà, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de coopération et voilà, qui est décédée cette année, mais qui, en tout cas, est assez intéressante dans ce cadre-là. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil dessus. On n'en dit pas plus. Je Vous faites une laisse. super transition avec Voilà. la suite. La suite du cycle coopérer, pourquoi pas nous, donc notamment donc les ateliers qui vont suivre, qui suivent le webinaire, s'adresse effectivement à des personnes, des structures qui sont intéressées à coopérer, qui n'ont pas forcément déjà leur copain de jeu, comme on se dit entre nous. Par contre, le parcours d'accompagnement en lui-même, euh, pour pouvoir candidater au parcours, il faudra avoir identifié au moins un partenaire. Ça ne veut pas dire que le collectif est déjà figé, il peut bien sûr s'élargir après, mais il faut déjà qu'il y ait une idée d'activité en commun et au moins déjà un partenaire. Donc là, sur la diapo qu'on vous présente, on vous parle de la suite de ce webinaire. Donc, sur la suite, donc, il y a les ateliers, donc, comme on disait, coopérer, pourquoi pas vous, avec 2 jours d'atelier. Vous avez les dates ici. Et je mets une petite alerte parce que dans la newsletter que vous avez peut-être reçue, qui a été envoyée cet été, il y a eu une inversion de dates. Donc là, vous avez les bonnes dates. Donc, on aura une série d'ateliers sur le Nord-Aquitaine. Les lieux ne sont pas encore identifiés, mais ils le seront avec les inscriptions. Avec une première journée le 19 octobre et une deuxième journée le 5 décembre, et une série d'ateliers en Poitou-Charentes, avec une première journée le 10 octobre et une deuxième journée le 7 décembre. Ces ateliers, donc, comme je vous disais, ils seront en présentiel et ils s'adressent à des structures qui souhaitent s'engager dans un projet de coopération, qu'ils aient déjà des partenaires ou pas. Donc voilà, à ce stade-là, vraiment, les ateliers sont faits pour vous. Ça permet de poser un peu les bases du projet, ça permet d'aller chercher ces partenaires pour la deuxième journée, par exemple. Euh,
Voilà, et puis donc on a le parcours à proprement dit sur sur une durée de 24 mois, à un rythme d'un rendez-vous par trimestre avec un accompagnement vraiment de proximité du collectif. Et puis, comme je le présentais au tout début, des temps en séminaire, des rendez-vous d'experts, un carnet de bord, etc., etc. Le choix Tu qui veux a été, compléter? ouais, le choix qui a été fait sur le parcours d'accompagnement, en fait, donc pas sur les ateliers, mais sur le parcours en lui-même de 24 mois, déjà, c'est de faire 24 mois, et pas, parce qu'initialement, notre premier parcours, on l'avait sur 9 mois. Monter un projet de coopération en 9 mois, c'était un peu ambitieux. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand on a une structure et quand on est sur des regroupements de structures, l'emploi du temps, il n'est pas extensif, en fait. Donc, il y a le quotidien de sa structure à gérer et puis ce projet de coopération qui vient se rajouter. Et donc, c'est bien de pouvoir l'étaler sur le temps parce qu'en fait, si on essaie de condenser ça, ça ne marche pas, les gens sont pas disponibles, il y a des difficultés de mobilisation, etc. Donc, on a vraiment souhaité s'inscrire dans un temps long de ce point de vue-là. Et on a aussi, comparé à la première version du parcours qu'on avait proposé sur la métropole bordelaise, supprimé tout ce qui était de l'ordre des ateliers de formation collectif. En partant du principe que ce que nous ont fait les retours des personnes qui ont participé donc sur ce premier parcours, ils disaient bah, c'était bien hein, d'avoir les temps collectifs, mais en fait le vrai truc qui nous intéressait c'était que c'était un temps qui était bloqué dans l'agenda où on pouvait tous se retrouver ensemble pour discuter. Et le fait que quelqu'un vienne nous parler, je sais pas, de tel ou tel sujet sur le management de projet, etc., puis que voilà on s'intéresse pas vraiment à notre projet, bah c'était un peu dommage parce que on avait l'impression que le temps qu'on mobilisait nous à essayer de se fédérer en fait était happé par d'autres choses externes qui n'étaient pas forcément pertinentes dans le logique un peu de résultats qu'on pouvait attendre de ce parcours-là. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment circonscrit cet accompagnement sur une durée longue et puis vraiment sur l'accompagnement de proximité des collectifs et uniquement de eux et voilà il n'y a pas de mix de ça. On a juste rajouté quand même une partie de séminaire qui nous semble aussi intéressant parce que toutes les démarches qu'on a là, en fait, en termes de coopération, alors c'est aussi une conviction hein, qu'on a, c'est de se dire que dans l'ESS, si on veut amener un peu d'innovation économique, en fait, de réflexion, notamment sur les territoires, sur la façon dont on peut coopérer, du coup, il faut que ça puisse infuser, prendre du temps de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est un peu l'objectif qu'on a, et donc c'est aussi bien de se nourrir en termes d'apports qui peuvent être scientifiques, qui peuvent être autres, et donc c'est pour ça qu'on propose des temps de séminaire, notamment, et de rencontres. Voilà, ça répond à la question, je sais pas si. Oui, et j'ai une autre question pratique. Ouais. En fait, je me demandais si vous étiez les personnes ATIS identifiées pour ce programme d'accompagnement ou si finalement chaque équipe ATIS, grosso modo, enfin pas sur tous les départements, s'occupait des structures ou des souhaits de coopération par département, ou est-ce que c'est vous qui êtes les personnes dédiées pour ATIS sur l'ensemble de la région? C'est clair ma question ou pas? Oui, oui, Oui. oui, tout à fait, ouais. Disons qu'avec Wissal, Fanmali, Pierre, enfin moi et Marine, on est quatre en fait à être dédiés vraiment sur le programme coopération. Et après, avec les collègues, en fonction en fait des territoires où ça va se passer, il y a du transfert de savoir-faire qui va pouvoir être réalisé auprès de nos collègues en fait sur ces questions. Pour compléter la réponse, sur la partie des ateliers, par exemple, c'est nous qui allons les animer, avec donc moi en charge des ateliers Poitou-Charentes et Pierre en charge de Nord-Aquitaine et Wissal qui nous donne un coup de main sur les deux. Sur l'accompagnement, sur le parcours d'accompagnement en lui-même, c'est nous qui travaillons sur le contenu pédagogique et effectivement, on va pouvoir transférer ces accompagnements à des collègues en fonction des territoires voilà, qui correspondent. Encore une fois, l'objectif, c'est de faire un accompagnement de proximité. Donc, si jamais il y a un projet en Gironde de coopération à accompagner, Pierre potentiellement est le référent sur ce territoire, mais s'il est déjà pris sur d'autres accompagnements, les collègues d'ATIS qui sont sur ce territoire, et je parle plus particulièrement, je pense, des collègues qui sont sur l'incubateur, on pourra leur transférer aussi la mallette pédagogique pour faire les accompagnements du collectif. Ok. Mais en référence, effectivement, c'est plutôt
Wissal, Pierre, Marine et moi. Vous aurez les contacts là à la fin de, enfin dans le support de présentation. Corinne? Oui, alors c'était peut-être une question complémentaire, mais dans le cadre des accompagnements, dans la mesure où on a un projet ciblé avec des acteurs identifiés pour lequel on est en cours de construction, est-ce que ATIS est un soutien de la région dans le champ du développement économique et est-ce que le fait d'être accompagné par ATIS peut être un levier d'écoute particulier lors de la sollicitation de soutien du conseil régional notamment, bon, éventuellement du département, enfin particulièrement le département de la Dordogne pour ce qui nous concerne. Vaste question. Non, enfin, oui, on a des liens forts avec la région, d'une façon ou d'une autre, puisqu'ils financent les incubateurs que l'on porte et différents programmes que l'on porte. Dire que on est facilitateur, probablement. Après, c'est enregistré, donc faut peut-être pas trop le dire. Mais voilà, vous dire que on est un passage incontournable ou obligé, non. Maintenant qu'on puisse favoriser ou faciliter des relations avec la région Nouvelle-Aquitaine, oui, effectivement, ça fait partie du job. Et avec le département aussi de la Dordogne pour ce qui nous occupe, puisque du coup, nous, sur d'autres programmes, ils nous financent aussi, donc on a aussi des liens avec eux de ce point de vue-là, quoi. Oui, enfin, c'est juste dans une logique de gain de temps. Ouais, On ouais, bien parlait sûr. tout à l'heure Ouais. de temps nécessaire, mais important en phase Mm. construction d'un projet. Si vous pouvez être facilitateur en termes de ressources et d'axes vers lesquels poser le projet pour avoir un soutien et un accompagnement adapté, c'est un Mm. accompagnement intéressant. Ouais, tout à fait. Et ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est que, enfin, on va dire que les deux propositions d'accompagnement sont indépendantes, hein, on va dire l'une de l'autre. Alors, dans l'idée, c'est bien de faire le webinaire, puis les ateliers, puis après le parcours de 24 mois, mais en fait, non, il n'y a pas d'obligation de le faire fonctionner de cette façon-là. On peut aussi partir directement sur l'accompagnement de 24 mois si du coup ça remplit un certain nombre de critères. Et notamment, bah, c'est bien de l'aborder maintenant, que là aujourd'hui, les principaux financeurs qui sont Malakoff Humanis et la Fondation de France ont mis un axe en fait d'accompagnement qui est autour du bien vieillir. Donc ça vous intéresse tout particulièrement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le parcours de 24 mois, sauf du coup à lever des financements complémentaires, est plutôt priorisé sur des projets autour du bien vieillir. Ce qui n'est pas le cas forcément des ateliers autour des 2 jours d'ateliers qu'on a évoqués là, qui eux peuvent être ouverts de façon un peu plus générale, puisqu'on est plus sur l'infusion, on va dire, de la culture de la coopération. Voilà. Et Ok. qui peut amener à terme à la recherche d'un financement pour pouvoir intégrer le parcours Mmh, malgré tout si on n'est pas dans le champ du bien vieillir. c'est ça. En fait, on a deux projets. Mais je pense qu'il faut qu'on reprenne un temps ensemble Je pense pour, que oui, je ouais, pense que à voilà. l'issue du Très bien. webinaire pour en parler. Ouais. Ouais. C'est super. Merci de l'invitation en tout cas. Moi, je vais réagir juste en tant que financeur. Clairement, dans la volonté d'analyse d'un projet, aujourd'hui, en tant que financeur, si on considère qu'une coopération est plus ou moins avancée, on pourrait clairement demander que cette coopération soit accompagnée, notamment par des spécialistes dedans, donc typiquement ATIS. Voilà. Mhm. Oui, tout à fait. Et après, en complément de ça, il y a d'autres outils financiers qui peuvent accompagner la coopération que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, en fonction de si vous avez des liens. Ça recoupe la question des liens qu'on peut avoir avec le Conseil régional. Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine a une politique en faveur de l'économie sociale et solidaire et ils ont chaque année un appel à projet qui s'appelle Copine, qui vise à financer ou à accompagner, en tout cas, la mise en place de coopération entre structures de l'économie sociale et solidaire. Je sais plus, il me semble que ça va être ouvert au-delà des structures d'économie sociale et solidaire. En tout cas, il faut qu'il y en ait des structures ESS, mais pas que, dedans. Donc, c'est un outil aussi financier de la région de Nouvelle-Aquitaine qui permet potentiellement aussi d'accompagner ces démarches-là. Oui, oui, tout à fait. On prend un rendez-vous et puis d'en parler. On peut s'appeler après le webinaire pour faire ça. Voilà. Bon, moi, s'il n'y a pas d'autres.
Pas d'autres questions, pas d'autres affirmations. On espère que ça vous a plu.